Bienvenue dans cette nouvelle édition du Africa Tonight sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé, vainqueur de l'élection présidentielle selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale et indépendante. Une victoire dès le premier tour avec 72,36% des voix, loin devant l'opposant Agboyeme Kodjo. Le gouvernement camerounais réagit après les déclarations du président français Emmanuel Macron, interpellé samedi par un activiste au sujet du drame de Ngarbou. Le gouvernement du Cameroun qui, dans un communiqué, entend rester maître de son destin. Et enfin, le Congo organise ce 25 février à Amsterdam le Grow Congo Invest in Agriculture, un forum axé sur le financement du secteur agricole afin de notamment aider à la transformation et l'industrialisation de l'agriculture. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le 6e sommet des chefs d'État du G5 Sahel a lieu ce mardi 25 février à Nouakchott, capitale mauritanienne. La sécurité et le développement seront parmi les grands dossiers de cette rencontre, dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes dans la région, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Il sera question du renforcement des actions d'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel avec le projet de cadre stratégique sécurité et développement et la mise en place du plan d'action pour l'année 2020 afin de préparer ce 6e sommet des chefs d'État. Un 7e conseil des ministres des pays membres du G5 Sahel avait lieu en prélude pour permettre une évaluation des actions entreprises en matière de lutte contre le terrorisme en 2019. Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé serait réélu à 72,36% des voix. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés par la Commission électorale togolaise ce dimanche 23 février. Il n'y aura donc pas de deuxième tour à ce scrutin présidentiel où le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République, dévance largement l'opposant Agboyeme Kodjo qui a récolté 18% des voix. Jean-Pierre Fabre, opposant principal au pouvoir, arrive en 3e position. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Pas de deuxième tour pour la présidentielle au Togo. Les résultats provisoires donnent gagnant le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République. Faure Gnassingbé remporte alors le scrutin avec 72,36% des voix, devant Agboyeme Kodjo, 18,37% et Jean-Pierre Fabre, 3,34% des voix. Le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Sozemna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République. C'est en présence des cadres du parti Union pour la République que la CENI a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle du 22 février ce dimanche. Le président élu Faure Gnassingbé s'apprête donc à gouverner le Togo pour un nouveau mandat de 5 ans. Naturellement, c'est un score inédit. Nous avions dit que le niveau de mobilisation et d'engouement dans les meetings du candidat Faure Gnassingbé, dans les meetings des cadres du parti UNIR, parti dont l'implantation et dont l'ancrage sur toute l'étendue du territoire national ne sont plus à démontrer. Et l'on constate aujourd'hui que Faure Gnassingbé a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles et que dans le reste des autres localités de notre pays, c'est un véritable plébiscite. Du côté de l'opposition, ces résultats provisoires viennent changer les données au sein de la classe politique togolaise. Quand je vois l'ancien chef de file rasé dans sa propre circonscription, où il est élu difficilement maire, alors là, je dis qu'il y a un problème. Eh bien, le décor est planté, nous allons gérer ça.
Sur plus de 3 millions d'inscrits, 2 769 286 ont voté, avec un taux de participation de 76,63% au plan national. Le nombre de bulletins nuls est estimé à 85 060. Quant aux candidats de l'opposition, à l'instar de Agbeome Kodjo qui revendique un score oscillant entre 57 et 61%, ils ont 48 heures à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires pour déposer leur recours. Le gouvernement camerounais a réagi suite à la publication d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on y voit le président français Emmanuel Macron interpellé par un activiste camerounais s'exprimer sur la situation sociopolitique au Cameroun. Des propos qui ont soulevé la polémique. Le gouvernement du Cameroun, de son côté, appelle les pays amis à ne pas accorder de crédit à ces activistes. Un sujet de Neili Claude Ebessa. Suite à la vidéo postée sur les réseaux sociaux le 22 février 2020, dans laquelle un activiste originaire du Cameroun a interpellé le président français Emmanuel Macron lors de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris sur la situation sociopolitique au Cameroun, le gouvernement camerounais a produit un communiqué de 8 pages. Dans ce communiqué, il interroge l'identité de l'interlocuteur du président français, puis réfute les accusations de ce personnage qu'il désigne comme contre-vérité et s'insurge contre cet acte qualifié d'insensé et d'irresponsable. Le gouvernement demande instamment aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun de ne point accorder du crédit à des activistes dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun, au risque d'être piégés et de faire preuve d'une inimitié susceptible de porter préjudice aux bonnes relations du Cameroun avec ses pays et partenaires et auxquels le Cameroun attache du prix. Réaffirmant sa position dans la quête de solutions à apporter pour résoudre les difficultés auxquelles le Cameroun fait face, le gouvernement camerounais se dit ouvert aux avis de toutes sortes, aux suggestions qui se veulent constructives, y compris celles des pays amis et des partenaires qui coopèrent avec lui dans tous les domaines. Aujourd'hui, le droit international humanitaire applique un certain nombre de conventions qui, même lorsqu'il y a une crise qui est ouverte, permettent à la communauté internationale d'avoir un point de vue sur ce qui se déroule sur le terrain. Le langage de M. Macron, d'une telle bassesse qui renvoie à quelqu'un qui ne respecte aucun usage diplomatique, est difficilement soutenable dans la mesure où il nous donne une idée qu'il est encore dans la période coloniale. 48 heures après la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une manifestation a eu lieu au Cameroun ce 24 février 2020 devant l'ambassade de France au Cameroun où près de 400 jeunes ont exprimé leur mécontentement contre le président français, dénonçant une ingérence de la France dans les affaires internes du Cameroun. Des difficultés notables dans le secteur de l'agriculture en République du Congo. Cette problématique est au cœur d'un forum qui s'ouvrira ce mardi 25 février aux Pays-Bas. Différents opérateurs, principalement économiques, sont attendus sur place pour cet événement. Un événement qui devrait permettre un nouvel élan dans l'investissement du secteur agricole afin d'accélérer l'industrialisation de l'agriculture. Les précisions dans ce sujet de Zahara Mohamed Mouchou. L'agriculture en République du Congo au cœur d'un forum sur la mécanisation et l'intensification de l'agriculture qui s'ouvre ce mardi 25 février 2020 à Amsterdam aux Pays-Bas. Gros Congo Invest in Agriculture est axé sur le financement. La rencontre se positionne comme une plateforme destinée à promouvoir les investissements dans le secteur public et privé afin de permettre la transformation de l'agriculture congolaise. Nous sommes dans des pays où nous transformons très peu nos matières premières. Généralement, elles sont consommées sur place ou elles sont expédiées à l'étranger. Et c'est l'étranger qui transforme et qui nous renvoie des produits finis. Et dans ce processus-là, la valeur ajoutée se trouve au niveau de la transformation des produits agricoles. Déclaré secteur prioritaire depuis plusieurs années, l'agriculture n'a toujours pas pris son véritable envol et l'économie du pays dépend encore en grande partie de l'exploitation du pétrole. Le secteur agricole ne contribue qu'à hauteur de 7,1% au PIB national. Le gouvernement ambitionne de faire du secteur un levier économique. Le domaine emploie actuellement 40% de la population
et présente d'importants débouchés commerciaux. Les pays ont essayé dans les années 80 de mettre en place des financements, même subventionnés, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, mais ils ont dû faire face à des taux d'impayés très importants qui ont fait quasiment faire tomber le système financier. Et aujourd'hui, ils prennent une position un petit peu plus néolibérale. Et d'un autre côté aussi, il y a un autre phénomène qui participe au financement de l'agriculture en Afrique, c'est le microcrédit. L'agriculture a été retenue par le gouvernement congolais comme principal pilier du plan national de développement, le PND qui couvre les années 2018 à 2022. Relever le défi du financement, une nécessité pour la République du Congo qui vise l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2022. La dette publique sénégalaise augmente de plus en plus rapidement, ce qui inquiète le Fonds monétaire international. L'institution financière a révélé que la dette publique du pays a doublé pour atteindre 64% du PIB, une situation qui est due notamment aux nombreuses dépenses effectuées dans le cadre du plan Sénégal émergent. Dans ce contexte, le Fonds monétaire international émet plusieurs recommandations telles que le freinage des dépenses publiques au profit du recouvrement des recettes. Un sujet de Ange Bijou-Nomenio. La dette publique du Sénégal inquiète le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods a révélé qu'elle représente près de 64% du produit intérieur brut du pays. Le risque d'endettement du Sénégal est donc passé de faible à modéré. Cela veut simplement dire que le Sénégal est à la limite de la capacité d'endettement. Autre chose, c'est que nous ne sommes pas un pays qui produit des ressources. Nous sommes un pays seulement fiscal. Donc l'inquiétude est aujourd'hui même visible. La montée en flèche depuis 2012 des dépenses de fonctionnement est aujourd'hui le problème. Et les Sénégalais sont en train de le payer très cher. La dette publique du Sénégal a doublé depuis 2012. De 30%, elle a grimpé pour atteindre la barre des 60% du produit intérieur brut. Le Fonds monétaire international explique que cela est dû aux nombreuses dépenses qui ont été faites dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ils sont en train maintenant d'appliquer la vérité des prix, l'arrêt de toutes les formes de subventions, normalement une baisse des dépenses publiques, notamment des dépenses de fonctionnement. Mais bon, ce que nous sentons, ce que nous voyons, c'est qu'il y a tellement d'exonération fiscale que le peu de fiscalité sur nos concitoyens ne peut pas régler peut-être le problème. Le Fonds monétaire international recommande au Sénégal de freiner les dépenses publiques et d'accélérer le recouvrement des recettes. Les investissements publics dans les infrastructures, l'agriculture et l'énergie ont maintenu le déficit budgétaire à 3,8% du produit intérieur brut en 2018 et 2019, au-delà du seuil de convergence de l'UEMOA de 3%. La Banque mondiale cherche à renforcer sa relation avec le Niger. L'institution prévoit d'ici 2023 un financement de 2 milliards de dollars. Le but, appuyer le gouvernement dans sa stratégie de développement des réformes afin de stimuler les investissements privés. Dans ce contexte, une rencontre a eu lieu ce jeudi 20 février entre l'institution financière et les autorités nigériennes concernant le portefeuille des opérations de la Banque mondiale au Niger, ainsi que les perspectives de ces investissements. Plus de détails avec Amenedji. La Banque mondiale veut renforcer son engagement avec les pays du Sahel, dont le Niger. À cet effet, il est prévu un engagement entre 7 et 7,5 milliards de dollars pour l'ensemble des pays. Et pour le cas du Niger, le montant se situe entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Nous avons une relation excellente pendant les dernières années. Cela a permis de remonter fortement notre programme de crédit et d'appui financier au Niger. Nous restons très solidaires avec le Niger dans un temps difficile et cela doit continuer à appuyer l'effort du gouvernement dans sa stratégie de développement. Une initiative prévue à travers le fonds concessionnel de l'Association internationale du développement IDA. Entre 2017 et 2018, la croissance économique a augmenté au Niger, passant de 4,9% à 6,5%, dépassant le taux potentiel estimé à 4,8%. Cette hausse tient principalement à la bonne performance de l'agriculture, des secteurs de la construction et des services. Il est fort possible que la croissance soit effectivement donc portée à 2 chiffres dans les années 2022-2025 par là. Mais il ne faut pas négliger l'aspect sécuritaire qui est très important. C'est une donne
qu'il faille effectivement prendre en compte pour pouvoir continuer les perspectives de croissance. Sans oublier naturellement, il ne faut pas baisser les bras au niveau de l'amélioration du climat des affaires. L'objectif budgétaire du Niger est d'atteindre et de maintenir le critère de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui prévoit un plafond de 3% du produit intérieur brut pour le déficit budgétaire global. Le Malawi, victime de nombreuses inondations provoquées par le cyclone Idai en mars 2019, a vu plus de 70 000 hectares de cultures de maïs détruits. Aujourd'hui, les autorités du Malawi tablent sur un rebond de sa production céréalière. Le pays qui a perdu près de 640 000 tonnes de maïs lors de cette catastrophe naturelle prévoit une hausse à 8,8% de la production 2020. Des ambitions soutenues par l'hypothèse d'un bon déroulement des précipitations. Un sujet de Neily Claude Ebessa. Le Malawi, qui consomme annuellement 3 millions de tonnes de céréales de maïs, prévoit améliorer la production de cette denrée à 8,8%. Le maïs, dont la production de 2018-2019 s'est chiffrée à 3,3 millions de tonnes, soit une hausse de 27% par rapport à la précédente campagne, enregistrera des performances positives au terme de celle de 2019-2020. Les perspectives reluisantes annoncées en 2020 seront portées par les pluies abondantes entre février et mai, période de pic de croissance des cultures. Le programme de soutien du Malawi doit être amélioré par des formations, des sensibilisations visant à préparer les producteurs à une capacité de résilience très évoluée pour faire face au changement climatique. Sans maîtrise de la résilience, le Malawi ne pourra pas de façon raisonnable maintenir le cap de la croissance de la production envisagée dans les secteurs de production de céréales. Bien que le pays ait été victime en mars 2019 du cyclone Idai, dont les inondations ont détruit plus de 70 000 hectares de culture de maïs, le gouvernement compte intensifier les programmes de soutien à la culture de la céréale en fournissant des semences subventionnées et des engrais aux agriculteurs. La production de maïs dans le pays fluctue entre 2,9 et 3,9 millions de tonnes depuis 2008 en fonction des conditions météorologiques plus ou moins favorables. Le pays doit actionner l'aide aux producteurs en termes de formation, sensibilisation. Au niveau des semences, en termes de semences améliorées et semences préparées à une capacité élevée de résilience. Et bien sûr, au niveau de la conservation, en termes de qualité de conservation exportable. Au Malawi, le maïs représente plus de 60% de production agricole nationale et génère 30% du produit intérieur brut et 75% des recettes d'exportation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.